Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Alors, Noémie et moi avons eu quelques fous rires durant l'épisode. J'ai sincèrement hésité à les enlever, mais finalement, je les ai laissés parce que je pense que ça diffuse de la joie, de la légèreté et que c'est nice. Aussi, je faisais du pet sitting à Perth, en Australie, lorsque j'ai enregistré cet épisode. Et la petite chatte, Bonnie, beaucoup trop cute, a adoré parler au micro, donc tu l'entendras un petit peu aussi. Donc c'est parti, prépare-toi à recevoir des fleurs dans tes oreilles. Belle écoute. Hello Noémie, je suis enchantée de te recevoir sur Cosmic Flowers Podcast. Moi aussi, je suis ravie d'être là, merci de m'inviter. T'es la toute première femme en fait que j'ai souhaité inviter dans ce podcast. En fait, vu que je te vois pas, je sais jamais à quel moment est-ce qu'il faut que je parle, mais je te laisse terminer et après je parlerai. Je sais pas si je recommence. Alors, comme tu le sais, t'es la première femme que j'ai souhaité inviter dans cet espace. Coucou Hélène, merci de me recevoir. Ouais, Cosmic Flowers Podcast n'existait pas encore. C'était il y a 2 ans, je crois. Et donc, je suis très contente que ce moment ait lieu. Oui, que ça prenne enfin forme. Moi aussi, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi et que enfin ça se réalise. Et qu'il y ait la petite Malia aussi avec nous. Oui, parce que je ne suis pas seule, en effet. Vous entendrez peut-être les petits bruits de ma fille à côté. Alors, je pose un petit peu le contexte pour que les auditrices comprennent un petit peu comment on s'est rencontrées. Donc, on a toutes les deux suivi le programme d'école pour les entrepreneurs du bien-être créé par Anne-Claire Méret. Sauf que nous n'étions pas dans la même promo. Cependant, Anne-Claire, elle organise quelques fois par an des réunions Zoom pour qu'on se découvre les uns les autres. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Tu m'as écrit un petit message privé trop mignon en me disant que tu avais bien aimé mon énergie. Et on a décidé de se voir en vrai. Je crois qu'on a fait une balade dans la forêt. Mhm. Ouais, on a fait une petite rando. Ouais. Voilà, on est parti faire une petite rando et là, ça a été un vrai coup de cœur. Moi, j'ai adoré ta douceur, ton grand cœur, ton empathie. Et on a eu plein de points communs ensemble, en fait. Enfin, la connexion pour la nature, la curiosité, la passion pour les relations humaines, pour les émotions, la psychologie positive, la spiritualité. Enfin, on s'arrêtait plus de parler. On aurait pu marcher encore longtemps en papotant. Je pense qu'on aurait eu toujours plein de trucs à se dire. Ouais, du coup, c'est ça. Ça a été le début d'une amitié et je trouve que ces sujets, ils sont on les évoque bien ensemble, c'est beau, c'est profond et que voilà, ça pourrait, inspirer, des femmes. Ouais, j'ai hâte de commencer à papoter parce que je sais, enfin déjà, je suis ravie que tu aies lancé ton podcast, parce que justement, on en parlait depuis très longtemps et que je pense que tu as plein de choses aussi à offrir au monde et à donner aux gens. Et puis, je suis ravie de pouvoir discuter du thème qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais, donc je t'invite, à te présenter à travers les mots que tu souhaites. OK, alors, donc je m'appelle Noémie. J'ai, à l'heure où on enregistre cet épisode, 37 ans. Je vis en région parisienne. Je suis une amoureuse de la vie, des gens en règle générale. J'aime prendre soin des gens. Et je suis aussi la compagne de mon chéri et l'heureuse maman d'une petite fille qui a à l'heure actuelle presque 5 mois. Et au niveau professionnel, j'ai été infirmière pendant plus de 13 ans dans différents services, et notamment en soins palliatifs, puisqu'on va parler aussi de ça.
À l'heure actuelle, en tout cas, je suis sophrologue et thérapeute holistique et j'accompagne les futures mamans et jeunes mamans pour la première fois, pour leur première naissance, avec tous les outils que j'ai, c'est-à-dire la sophrologie, le reiki, le massage, le yoga du visage, le l'EFT, voilà. Et je fais un mix de mes compétences, je crée des soins en mixant les différentes pratiques pour pouvoir accompagner les gens au mieux de façon globale, de façon holistique. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Ouais, donc aujourd'hui, j'ai à cœur, d'évoquer avec toi, toutes les prises de conscience que tu as eues en accompagnant des gens, vers leur fin de vie, vers, la mort. Donc, tu as été infirmière pendant plus de 13 ans. Tu as développé de grandes qualités, d'écoute, de patience et d'empathie Mmh. au contact, de tes patients. Ouais, en tant qu'infirmière, de toute façon, je pense que c'est vraiment des qualités, hein, je pense, pour être une bonne infirmière, c'est des qualités qu'il faut avoir de base dans tous les services. Mais d'autant plus là, en soins palliatifs, où j'ai exercé pendant presque 6 ans. En fait, il y a eu une petite pause. J'ai exercé de 2012 à 2016. Ensuite, je suis partie en Australie, en Nouvelle-Zélande pendant 18 mois pour souffler un peu parce que c'est quand même un service où émotionnellement c'est très fort. Et puis j'y suis revenue de 2019 à 2021 Mmh. de nuit cette fois, avec donc toujours dans le même service, mais de nuit les choses prennent encore une autre dimension. Est-ce que tu peux nous partager du coup les découvertes que tu as faites, les prises de conscience que tu as eues à travers, ces 6 ans en soins palliatifs et même peut-être, nous partager la différence entre, de jour et de nuit? Quelles ont été, les différences? Alors, les prises de conscience, c'est vrai qu'on a pas mal parlé ensemble de tout ce qui est spiritualité et tout ça. C'est quelque chose, je m'y suis toujours intéressée. Personnellement, j'ai été baptisée dans l'enfance par mes parents. J'ai fait mon... Vous entendez mon bébé à côté. J'ai fait ma communion, ma première communion, tout ça. Mais pour autant, la religion catholique, entre guillemets, ne m'a jamais vraiment parlé plus que ça. Par contre, la vie m'a donné différentes expériences qui me permettent de me dire, ok, j'ai une spiritualité qui ne rentre pas dans une case d'une religion particulière, mais je crois en quelque chose, en tout cas en la vie après la mort, voilà, des choses comme ça. Et j'en reviens par rapport à mon expérience d'infirmière. En effet, je pense que ça a joué par rapport aux événements que j'ai pu vivre avec mes patients. Par contre, on va dire déjà, pour commencer, la chose la plus importante qui est revenue, c'est l'amour. Notamment en soins palliatifs, je pense que ce qui revient le plus souvent dans les discussions que j'ai pu avoir avec mes patients, c'est l'amour le plus important en fait. Être entouré, vivre dans l'amour, faire des choses qu'on aime, être bien entouré des gens qu'on aime. Je pense que c'est une des choses qui ressort le plus. Et après, j'ai eu, au niveau des expériences, c'est vrai que quand tu prends soin des gens en soins palliatifs, tu sais que tu les accompagnes jusqu'à la fin, jusqu'à leur dernier souffle. Et, et oui, j'ai vécu des vrais accompagnements de fin de vie, des derniers moments, des derniers souffles avec ces patients-là, et donc des avant-après. C'est-à-dire la personne est présente encore dans son corps, même si elle est plus ou moins consciente. Et puis ensuite, la personne n'est plus présente. Et c'est notamment grâce à ces expériences que je me suis vraiment rendu compte que le corps n'était qu'un véhicule et que ce qui faisait la personne, c'était ce qu'on peut appeler l'âme, j'imagine, que c'était ce qui était à l'intérieur. Et que quand la personne partait, mourait, on va dire les choses clairement, c'est vraiment... Le corps reste une coquille vide et que voilà, c'est l'âme qui est partie en fait. Ça, on va dire, c'est le plus gros enseignement que j'ai pu apprendre, expérimenter, je sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai ressenti. Euh, le, la- comme un bouton qu'on presse, l'avant-après,
le clic de l'interrupteur, il y a un moment donné où la personne est encore là dans le corps, et puis à un moment donné où la personne n'est plus là, et c'est là qu'on comprend que c'est l'âme qui est partie, et que c'est pas le corps qui fait la personne. Bah, en fait, j'ai pu, par rapport à différents moments de fin de vie et de décès, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer avec des mots, et ça se vit, je pense. Mais il y a certaines personnes que j'ai accompagnées, et quand je re-rentrais dans la chambre une fois que la personne était décédée, eh ben, il y avait une certaine, enfin voilà, c'était ok d'être dans cet espace, et tu sens que vraiment la personne est partie sereinement, et il n'y a pas de trouble à rentrer dans cette chambre. Et à l'inverse, des personnes qui sont parties plus ou moins sereinement, et pour le coup c'est très plombant de rentrer dans cette chambre, comme si la personne était encore là, ou qu'elle avait du mal à partir. Ça, c'est vraiment que mon ressenti, hein, mais et en tout cas, c'est ça qui me permet aussi de toucher du doigt cette expérience, de me dire ok, il y a quelque chose derrière, en fait. Il y a quelque chose derrière. C'est pas possible, en fait, qu'il y ait rien d'autre, et que ça s'arrête comme ça. Après, j'ai eu d'autres expériences, notamment enfant, mais qui n'ont pas de rapport avec le soin palliatif. Mais je sais pas si tu veux que j'en parle aussi. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Je ne suis pas clairaudiente, clairvoyante. J'ai pas l'impression d'avoir de dons particuliers, même si je pense que tout le monde en a plus ou moins. Mais en tous les cas, cette intuition-là, de me dire ok, je suis pas toute seule dans cette pièce, je l'ai déjà eu plusieurs fois, et notamment en soins palliatifs, quand les personnes étaient décédées, et après de ressentir est-ce que l'ambiance est plutôt légère, ou est-ce que l'ambiance est plutôt lourde. C'est vraiment un ressenti particulier, de me dire ok, là la personne est encore là, ou la personne est partie, ou voilà. Je pense que c'est ça aussi que je t'avais partagé pendant notre randonnée, nos discussions là-dessus. Ouais, exactement. Tu m'avais partagé que au niveau de l'énergie dans la pièce, l'atmosphère, c'était différent d'un patient à l'autre. Mmh. Pourtant, ils étaient tous les deux, par exemple, décédés, enfin morts. Mais ce que tu ressentais à l'intérieur de toi, en fonction de si l'âme, elle était passée, elle était montée, ou elle était toujours un petit peu en train de stagner parce que ça avait peut-être été douloureux, ou que la personne ne voulait pas vraiment s'en aller, que voilà, le ressenti était différent. Ouais. Alors après, tu vois, j'ai eu une lecture, j'ai lu pendant que j'étais en école d'infirmière, donc ça commence à remonter un peu, puisque je suis diplômée de 2008. Donc, j'avais lu un livre qui s'appelait La mort est un nouveau soleil, de Elisabeth Kubler-Ross, qui parle beaucoup des expériences de mort imminente, qui explique que, en fait, quand une personne décède, l'âme, donc reste au-dessus du corps pendant quelques temps. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Et en soins palliatifs, en tout cas dans ce service où j'étais, quand les personnes décédaient, c'est nous qui nous occupions de la toilette mortuaire et de l'habillement, de l'habillage, de l'habillement, je sais pas. En tout cas, d'habiller les gens, pour le coup, avec les vêtements que la famille ou que la personne avait décidé de porter. Et j'ai toujours gardé ça en tête, de me dire, ok, en fait, la personne est là, au-dessus. Donc moi, j'ai toujours parlé à mes patients, même morts. Mais en tous les cas, peu importe qu'ils soient là, y a quand même en effet cette sensation d'énergie, de me dire ok, là c'est lourd, ou là c'est léger, là c'est ok, c'est-à-dire que la personne même si elle est là, elle est plutôt paisible, et là ça l'est moins. Voilà, c'est vraiment une histoire de sensation à l'intérieur du corps et d'énergie, en effet. Mais j'ai pas, tu vois, c'est ce que je disais, j'ai pas vu. Enfin, j'ai perçu quand même des choses quand j'étais de nuit. Mais alors après, est-ce que c'est mon esprit? Voilà, je reste quand même toujours un peu critique sur mes ressentis. Peut-être que je me fais pas assez confiance. Mais voilà, c'est vrai que de nuit, j'ai peut-être vu des choses passer, des ombres, je sais pas. Après, on n'y croit pas, peu importe. Mais ça prend, en effet, tu parlais de la différence entre le jour et la nuit, ça prend aussi une dimension autre. Et d'ailleurs, les gens, je trouve, en termes de statistiques, il faudrait voir si les gens décèdent plus la nuit que le jour. Mais il y a vraiment un horaire où moi j'ai eu énormément de décès. J'ai dû prendre en charge énormément de gens et d'accompagner énormément de gens pour leur dernier souffle en fin de nuit, aux alentours de 4-5 heures, 6 heures du matin des fois. Comme si, je sais pas, comme s'ils attendaient, enfin c'est certainement mon interprétation, mais comme s'ils attendaient la fin de la nuit
le petit jour, tu vois, pour partir, à creuser. Hyper intéressant. Et il me semble que tu m'avais aussi parlé, du toucher empathique, c'est-à-dire, quand quelqu'un, était sur le point de partir, mais voilà, ça se passait pas vraiment. Il me semble que tu m'avais dit que tes collègues t'appelaient, en mode, «Noémie, Noémie, on a besoin de toi» et que tu allais pratiquer le toucher empathique et que la personne, c'est bon, elle partait. Alors en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a le toucher empathique et c'est drôle parce que tu parles du toucher empathique parce que c'était le sujet de mon mémoire en tant qu'étudiante infirmière. Le toucher empathique en fin de vie. Donc, tu vois, c'était inscrit, entre guillemets, dans mon histoire. J'ai pas commencé en soins palliatifs et pour autant, j'ai fait mon mémoire là-dessus. Et donc, je suis arrivée aux soins palliatifs plusieurs années après. Mais donc, pour en revenir à ça, en fait, c'est vrai que mes collègues avaient l'habitude, notamment surtout de nuit, je pense, parce que ça a pris encore une différence. On est une plus petite équipe la nuit. Je pense que mes collègues avaient remarqué que quand je parlais, alors il y avait le toucher, parce que j'aime beaucoup prendre les mains des gens et tout ça, être en contact. Je me suis toujours dit que ça rassurait. Après, voilà, les gens n'étaient plus forcément en capacité de me dire si oui ou non ça les rassurait, mais bon, je faisais un peu aussi en fonction de mon ressenti. Mais en tous les cas, je leur parlais et on va dire que quand des gens étaient là et n'en finissaient pas de mourir, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui soient inconscients et on pense qu'ils vont partir d'une minute à l'autre et en fait ça dure 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine, 15 jours. On est impressionné des capacités du corps à rester pour je ne sais quelle raison. On peut aussi creuser et on pourra en discuter de ça. Des gens qui ont une certaine force mentale et qui finalement restent et s'accrochent à la vie. En tous les cas, voilà, on avait remarqué que quand je parlais à certains patients, finalement, ils se décidaient à partir et à lâcher prise sur cette vie. Et donc oui, c'est arrivé à plusieurs reprises que mes collègues me disent « Bon, tu veux pas venir parler à mon patient ?» Et voilà, je me retrouvais au chevet de ces personnes à leur dire... Enfin, je peux te partager une expérience, un souvenir vraiment précis peut-être. Ouais, vas-y. C'était une femme qui ne parlait pas français. Je me souviens plus de quelle nationalité elle était. Peut-être russe ou quelque chose comme ça. En tous les cas, elle parlait quand même anglais. Et il y avait peu de personnes qui parlaient anglais dans le service, mais bon, moi, j'ai vécu en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour le coup, je parle anglais. Donc, je m'occupais souvent d'elle. Et c'était une patiente qui n'était pas, à l'époque où elle était encore consciente, c'était pas une patiente facile. On était souvent dans le conflit. Voilà, la prise en charge n'était pas forcément évidente. Et cette dame était seule. Elle avait un fils, mais avec qui il y avait pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie. En tous les cas, elle n'était plus en contact avec son fils, qui lui habitait à Londres. Et malgré le fait qu'il sache que sa maman allait mourir, il n'est jamais venu. Et voilà, chacun a ses raisons, et il avait certainement ses raisons de ne pas venir. En tous les cas, cette personne, donc elle restait un moment avec nous quand même. Je pense qu'elle a dû rester au moins 1 mois et demi, 2 mois, donc tout à fait consciente. Voilà, on l'a pris en charge comme tous les autres patients. Et puis il y a des phases dans la fin de vie, au moment où les gens commencent j'allais dire commencent à mourir, mais en fait, des fois tu commences à mourir bien avant, mais il y a vraiment un processus de fin de vie où tu sens que la personne va mourir dans quelques jours, quelques semaines. Des signes d'aggravation, que ça soit au niveau de la conscience, que ça soit au niveau de la respiration, de l'encombrement, de la coloration de la peau. Enfin voilà, il y a pas mal de signes qu'on surveille. Et cette dame donc avait ces signes. Donc au niveau de la conscience, elle était plus vraiment là. Je pense que voilà, les gens sont dans un entre-deux. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est comme ça que j'ai pu l'expliquer aux familles que j'ai rencontrées. J'ai l'impression que les personnes sont dans un entre-deux, comme s'ils se préparaient à partir et qu'ils étaient quand même encore un peu là. Donc moi, je me suis toujours dit voilà, que j'allais leur parler en tous les cas et qu'ils m'entendaient. Donc cette femme était là. Elle avait vraiment des signes, pour le coup, de fin de vie très intenses. Et puis elle est restée comme ça pendant, je sais pas moi, je pense 15 jours, 3 semaines. Et c'est là qu'on disait qu'elle n'en finissait plus de mourir. C'était juste impressionnant de me dire, tous les jours, mes collègues me disent, est-ce qu'elle est toujours là ? Oui, oui, elle est toujours là.
Et c'était fou, en fait, de me dire, OK, elle s'accroche, en fait. Et je me suis toujours dit peut-être qu'elle s'accroche par rapport à son fils, je ne sais pas, vu qu'elle l'avait pas revu. Donc cette nuit-là, ça faisait déjà 2 nuits d'affilée que j'étais de garde et voilà, son état n'avait pas plus changé que ça. Mais cette nuit-là, je me suis dit: «Bon, je vais aller lui parler». Mes collègues aussi m'ont dit: «Tu veux pas aller parler à cette dame?» Donc j'y suis allée et en anglais, je lui ai expliqué que, je ne savais pas ce qu'elle attendait. Je ne savais pas si elle attendait potentiellement son fils, mais que son fils ne viendrait pas, que je savais pas ce qui s'était passé entre eux, que c'était leur histoire et que nous, en tous les cas, on était là, que moi j'étais là et que je sais pas comment elle se sentait à l'heure actuelle, mais que certainement elle se sentirait plus paisible après et qu'on serait là pour l'accompagner. Et en effet, on est resté avec elle en fait. Bien évidemment, on a dû aller s'occuper aussi d'autres patients entre-temps, mais on venait vraiment surveiller cette chambre et cette patiente très 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 souvent toute cette nuit et j'étais là pour son dernier souffle et elle est partie cette nuit-là. Ça, c'est vraiment un souvenir qui m'est resté parce que c'était une dernière personne que j'ai accompagnée, mais j'en ai eu plein d'autres en fait, des gens comme ça. Donc en fait, le soir où tu es venue lui parler en lui expliquant que son fils, il viendrait pas et que toi, tu étais là pour elle, Mmh. c'est cette nuit-là qu'elle est partie? Et qu'elle pouvait y aller en fait. Ouais, qu'elle pouvait y aller, qu'elle pouvait partir, qu'ils ont le droit en fait de partir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas Mmh. à en tout cas moi j'avais beaucoup de patients qui ne s'autorisaient pas à lâcher prise et à partir en fait. OK. Pour quelle raison? Je sais pas, je pense que c'est vraiment, personnel, à chacun. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est un secret de famille? Est-ce que c'est, quelqu'un qu'ils ont pas vu? C'est vraiment, je pense, propre à chacun. En tous les cas, cette femme, peut-être que c'était pas ça. Moi, j'ai juste lancé l'idée à me dire, bah voilà, peut-être que c'est votre fils que vous attendez. Si c'est votre fils, il viendra pas. Mais en tous les cas, nous, on sera là et vous avez le droit de partir. Donc j'imagine, que tu développes, tu vois, des rapports, différents Mmh. avec les patients. Donc je pense que parfois forcément, tu as plus d'affinité avec certains patients et un petit peu moins avec d'autres, hein. C'est la vie, normale en fait, on a ça avec chaque humain. Et comment tu le vis quand il y a un patient, avec qui tu avais de l'affinité, qui décède et en fait, c'est toi qui vas, bah, procéder à toute la suite. Tout à l'heure, tu parlais d'habiller la personne, même de la faire, il me semble, un petit peu, plus jolie pour pas que les proches soient choqués quand ils la voient. Choquée. Mmh. Ouais, comment tu as appréhendé tout ça? Alors, en effet, tu as raison. Je pense que mais ça, c'est humain, hein, on n'a pas les mêmes relations avec tout le monde, que ça soit, hors du monde professionnel. Et, euh, et en tant qu'infirmière, bah, ça s'applique pareil, c'est-à-dire ça n'empêche pas que je restais tout à fait professionnelle et que je faisais des soins de qualité à mes autres patients, mais en effet, il y a des gens avec qui tu accroches plus que d'autres. Et, et c'était aussi mon cas dans mon poste en tant qu'infirmière en soins palliatifs. Et quand la personne part, alors soit j'ai pu lui dire au revoir parce que je sentais les choses arriver et que la personne, par exemple, mourait sur un de mes repos. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, non, j'allais dire, je pense que je préférais quand la personne partait sans moi, mais en vrai, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment le cas. Ça dépend vraiment des moments. Il y a des fois où j'étais vraiment contente de pouvoir être là jusqu'au dernier souffle pour cette personne-là avec qui j'avais eu un lien particulier. Et il y a des fois où je me dis, c'est peut-être finalement pas plus mal que je n'ai pas été là parce que finalement, ça aurait été trop dur. Et même si on essaye justement, enfin, on reste professionnel et on a cette limite, voilà, comme on a quand même un lien un peu particulier à certaines personnes, bah, on est touché, on est humain. Et moi, je m'autorisais quand même à pleurer simplement. Alors pas forcément pleurer en face de la famille. Enfin voilà, c'est pas la même tristesse. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux face à une famille et ça m'a jamais posé souci d'ailleurs de le faire ou de montrer ma vulnérabilité. Euh, j'ai toujours eu, entre guillemets, des bons retours de la famille qui, justement, finalement, appréciaient, sentaient que leurs proches avaient été appréciés et trouvaient ça très émouvant. Et enfin, j'ai toujours eu des très bons retours là-dessus et justement, les gens, je pense, apprécient le fait qu'on soit, on est professionnel, mais on est aussi humain, en fait. Donc, bah, je gérais plus ou moins. Voilà, il y a des fois où j'arrivais à ne pas du tout pleurer et c'était ok. Et puis il y a des fois où j'avais besoin en fait d'avoir
un petit moment à moi, donc de m'isoler un moment et puis de me dire: «OK», de lui dire au revoir, en fait. Et souvent, je prenais le temps de toute façon. Si par exemple la personne était décédée la nuit et que moi j'arrivais le matin, j'ai toujours pris un temps pour aller lui dire au revoir. Euh, D'ailleurs, on appelle ça l'adieu au visage pour faire le deuil, même si moi en tant que professionnelle j'avais pas un travail de deuil immense à faire. Pour les familles, j'ai toujours recommandé que la personne aille voir en fait son proche. Après, c'est la liberté de chacun. Je peux aussi comprendre qu'il y a des gens qui veulent garder un souvenir de la personne et ne pas aller la voir, ne pas aller voir le corps, mais on appelle ça l'adieu au visage et c'est reconnu pour faire partie du processus de deuil et pour faciliter le deuil, de vraiment voir la personne décédée. Je me suis un peu éparpillée. Il me semble que c'était... Non, c'est très clair. Pendant ces soins palliatifs, on est d'accord que tu avais des personnes de tout âge. Donc parfois, c'était des personnes âgées, mais il y avait aussi des jeunes qui décédaient. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, je me rappelle de la question d'avant, c'était les soins au corps. Mais je peux le lier à cette question-là. Oui, en effet, j'ai eu des gens de tous âges. Je crois que la personne la plus jeune que j'ai accompagnée avait 18 ans. Et je crois que la personne la plus âgée avait 103 ans. Ok. Normalement, 18 ans, c'est OK. Par contre, c'est déjà arrivé qu'on ait quelqu'un de 16 ans, mais moi, pour le coup, j'étais pas spécialement là. J'avais dû avoir des congés et tout ça. Finalement, j'ai pas eu à prendre en charge ce patient. Mais oui, 18 ans, ça fait très jeune. Et je pense que ça fait partie de la vie, en fait. On sait qu'en tant qu'être humain, il y a un moment donné où on va mourir. Automatiquement, je pense que c'est un peu plus facile de laisser partir quelqu'un qui a genre 90, 95, 100 ans et au-delà, que en effet un jeune de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, ou enfin voilà, ou une maman, enfin. Et puis après, on a beau essayer de se dire, ok, je reste professionnelle et je l'ai fait de toutes mes forces, mais automatiquement à un moment donné, où on reste humain, pardon, il y a une petite coupure bébé, où on reste humain et en fait on se projette inconsciemment à se dire bah voilà, elle a presque mon âge ou alors elle a un an de plus que moi ou c'est voilà la maman de donc c'est pas forcément évident et j'ai des très très beaux souvenirs en tête, une jeune maman qui avait 27 ans, pour le coup, avec une petite fille de 2 ans, je crois. Elle venait tout juste de se marier parce que, il y a eu des mariages en soins palliatifs, il faut quand même le dire, c'est la vie jusqu'au bout. Et cette femme qui est décédée, c'est sa maman qui a voulu être présente aussi pour les soins au corps. Donc, il y avait moi, ma collègue et sa maman. Et on lui a lavé les cheveux, on l'a douchée, on l'a maquillée, on l'a habillée avec la tenue qu'elle avait choisie, c'est-à-dire jean, petit pull et hug aux pieds. Et j'ai trouvé ça, voilà, c'était sa tenue qui la représentait le mieux. Et elle avait choisi ça et j'étais contente et je me suis toujours sentie honorée et hyper chanceuse de pouvoir vivre ces moments-là si intimes en fait. On parle beaucoup d'intime et de l'importance de l'intimité dans la naissance et on en parle peu finalement dans la mort parce que finalement en effet c'est souvent quelque chose qui se passe dans l'intimité et moi je me suis toujours trouvée hyper chanceuse de pouvoir vivre ces moments-là et être présente pour ces derniers souffles et pour le soin au corps après que je trouve très très intime. Ouais. Waouh! En fait, c'est, tout à l'heure, donc avant, qu'on commence à enregistrer, tu me partageais, comment s'était déroulé, ton accouchement et que justement, bah, c'était ton chéri qui avait, touché pour, la première enfin, le premier toucher, c'était, les mains de ton chéri sur, ta petite fille Malia et je trouvais ça hyper intime, hyper beau, enfin magnifique, sachant que, bah, voilà, elle était dans ton ventre. Mmh. Donc, c'est beau aussi que le papa, par exemple, puisse la toucher en premier. Ouais, ouais, c'est lui qui l'a réceptionné. Et en même temps, bah, c'est clair, d'accompagner quelqu'un vers la fin de vie, vers ses derniers instants, son dernier souffle, comme tu dis. Ouais.
bah, c'est d'une extrême intimité et même de maquiller. Là, tu parlais de cette jeune femme de 27 ans, de la maquiller. En plus, il y avait sa maman. Sa maman a voulu Mmh. participer, en fait, à la préparation. Ouais. Waouh! Oui, on a toujours autorisé au moins une personne sans voilà, sans qu'il y ait, 15 personnes dans la chambre, mais voilà, s'il y a quelqu'un qui avait vraiment envie, nous, on n'a jamais interdit parce que, bah, on leur, donne ce moment, en fait. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on interdirait ça et puis, c'était hyper c'était hyper émouvant. Alors sur le coup, on a tenu bon et puis par contre, quand on est sortis de la chambre, on s'est regardé avec ma collègue, on s'est dit: «Bon, on pleure maintenant ou on pleure ou on pleure après?» Parce qu'on avait encore du travail et on avait, les médicaments à à distribuer aux autres patients et tout mais voilà, je pense que c'était un des moments les plus intenses que j'ai vécu d'ailleurs en termes d'habillage, de soins au corps, de toilettes mortuaires, voilà. Ben, le shampoing, le maquillage de cette jeune femme, c'était ouais et puis sa maman en fait qui prend soin d'elle, à la fin de sa vie, j'imagine qu'elle a dû prendre soin d'elle, au tout début quand elle était bébé. C'était hyper touchant. Et d'ailleurs, maintenant, moi, en tant que maman, je me rends compte de la puissance de ce qu'elle a fait, cette maman avec sa fille. Ah waouh! Ouais. Ouais, j'en ai des frissons, partout, ouais. En fait, c'est tellement beau, enfin, tu vois, j'ai été, donc enfin, tu le sais, j'ai été 1 an et demi en Inde et après j'ai fini sur le Népal où j'ai été, 1 mois dans un monastère bouddhiste Mmh. et justement on parlait, ça m'avait énormément touchée cette classe. C'était, vraiment d'accompagner les gens qu'on aime, hein, bah, jusqu'au dernier souffle, d'être là pour eux parce qu'en fait, un des moments les plus importants de la vie, c'est justement la mort. En fait, à travers, les enseignements bouddhistes, ils disaient que, en fait, c'est comme si toute notre vie, on se préparait pour notre mort. En tout cas, c'est comme ça qu'eux appréhendent la vie Mmh. et moi, ça m'avait énormément, touchée et parlé qu'en effet, en fait, la mort, c'est un sujet qui peut être très tabou dans notre société occidentale, alors qu'il y a d'autres pays, au Mexique, il y a Dia de los Muertos. Le jour des morts. Ouais, voilà, au Mexique, il y a le jour des morts. En Inde, bah, c'est très courant de voir des morts. Il y a des célébrations qui sont faites. Par exemple, moi, je marchais dans la rue et il y avait un papy sur une chaise qui était porté par plein d'Indiens qui étaient habillés, voilà, qui étaient habillés, de façon très colorée et je me disais: «Ah, c'est drôle, on dirait qu'il est mort le monsieur», mais je pensais vraiment pas et après il est passé près de moi donc il était porté, voilà, il était sur cette chaise, un petit peu ce trône et en fait, il était mort et au début, j'étais choquée et après je m'étais dit: «Mais waouh, quelle puissance! Qu'est-ce que c'est beau!» En fait, la mort, elle était, dans la vie et c'est normal, enfin, c'est la vie, en fait. Ouais, intégré. Ouais, en fait, ça fait partie d'une étape. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup aidée, hein, de travailler en soins palliatifs, justement. Je pense que j'avais beaucoup plus peur de la mort avant de travailler, dans ce service. Parce que je pense qu'on se fait toute une idée, en tout cas quand on n'a pas vraiment eu, de contact avec la mort, on se projette, on se fait toute une idée de ça et je disais que ça m'avait aidée parce que, bah, oui, j'ai vu en fait, que c'était pas voilà, on pouvait très bien, mourir paisiblement, que ça arrivait, que la personne, voilà, en effet, le corps, on a l'impression que la personne est endormie et d'ailleurs, dans l'établissement où je travaillais, c'était une des règles, c'est-à-dire que quand on sortait le corps de la chambre pour l'emmener en chambre mortuaire, et c'était souvent nous qui le faisions, on laissait le visage découvert pour que s'il y avait des gens à l'extérieur qui voyaient le corps, en fait, et ben potentiellement, ils pouvaient se dire, ok, ben mon proche, quand lui aussi va mourir, ça va ressembler à ça et c'est pas horrible en fait. Enfin, c'est pas horrible. Je sais pas comment le tourner. Bien évidemment, la perte d'un être cher est une épreuve et quelque chose de compliqué à vivre, mais je pense que des fois, on s'imagine que le corps, qu'il y a une tête particulière et que la personne elle a l'air de souffrir et en fait non. Souvent, moi ça m'est arrivé très souvent d'ailleurs, que les patients, en mourant, et ben finalement ils avaient un sourire sur le visage. J'allais le matin par exemple pour dire au revoir à certains patients que j'avais pris en charge, qui étaient décédés dans la nuit, ou à l'inverse, quand j'arrivais le soir et que la personne était décédée dans la journée, et ben en fait j'allais et la personne avait un sourire sur le visage. C'était impressionnant. Mmh. Ouais, ça a pacifié, ton rapport à la mort d'être si proche.
Mmh. Et je pense que ouais, c'était une très belle démarche de laisser le visage à l'air libre, enfin que d'autres personnes puissent voir. Parce que mine de rien, plus on côtoie la mort, plus on se rend compte que ça fait partie de la vie et moins c'est un... Même si c'est toujours extrêmement douloureux, mais moins ça devient un drame ou un choc dans lequel on pourra peut-être jamais se remettre. En fait, ça fait voilà juste partie de la vie. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, par exemple... Je sais que petite, j'avais extrêmement peur de la mort. C'est quelque chose qui me hantait. Enfin, j'avais peur que ma maman meure. C'est des choses qui venaient souvent dans ma tête. Et c'est pour ça que par exemple, la philosophie bouddhiste m'a autant aidée. Ou même mon voyage en Inde m'a énormément aidée parce que j'ai vu plusieurs Indiens décédés. Mais c'était toujours à travers des cérémonies très belles où on aidait l'âme à passer. Il y avait des fleurs de toutes les couleurs, des... Mmh. Oh, j'ai oublié le nom, comment on dit? Pas des costumes, mais bon, la tenue indienne. Sari? Ouais, sari? Ouais, c'est ça. Voilà, il y avait des saris colorés. Et en fait, je me disais, mais c'est tellement touchant, tellement beau. Une célébration, en fait. C'est ça, il y avait une célébration. Bien sûr qu'il y a des émotions, bien sûr qu'il peut y avoir des larmes. Bon, alors eux, pour le coup, je sais pas, c'était très dans la joie et tant mieux. Mais bien sûr que voilà, il y a plein d'émotions qui nous traversent, mais je trouvais ça vraiment très beau. Ouais, et ça m'a inspirée. Par exemple, le jour où je mourrai, où j'espère que les gens ils seront habillés de façon colorée et que ça sera juste un moment pour aider mon âme à passer et se souvenir des bons moments, quoi. Mmh. Ouais, je pense qu'on n'en parle pas encore assez de la mort, clairement. Après, je pense vraiment aussi que les croyances de chacun, toi, au niveau tu t'es peut-être retrouvée dans tout ce qui est bouddhisme, justement, et moi, je me retrouve beaucoup dans tout ce qui est réincarnation. En tout cas, ça me parle. Et ça m'aide aussi à avoir moins peur de la suite. Je crois au tout ce qui est vie antérieure, donc au fait qu'on peut potentiellement aussi retrouver des âmes avec qui on a eu une relation particulière, et si on a très envie de les retrouver, et ben potentiellement on se retrouvera dans une prochaine vie. Mais ça, c'est pareil, ce ne sont que des croyances personnelles, mais je pense que ça, par exemple, ça m'aide aussi énormément, et je ne pense pas avoir développé ces croyances pour me rassurer, mais plutôt que j'ai développé ces croyances par rapport à ce que j'ai pu vivre, à ce que j'ai pu expérimenter, et là, à ce moment-là, ça me rassure. Parce que oui, en effet, tu peux te poser la question de te dire, finalement, peut-être que je me plonge dans la religion, ou je me plonge dans tel truc pour me rassurer par rapport à la mort. Je me suis déjà posé la question et remise en question là-dessus, mais je pense vraiment que par rapport à ce que j'ai pu vivre, ressentir, à ce moment-là, ouais, je me dis, ok, ça me parle. Pareil, si tu regardes un peu même les documentaires sur tout ce qui est vie antérieure, des enfants qui finalement peuvent te raconter des choses. Je sais pas, moi, j'ai vu pas mal de reportages là-dessus. Alors on dévie un peu sur les soins palliatifs, mais pour le coup, je trouvais ça intéressant. Des enfants qui n'ont aucune connaissance de base sur tout ce qui est, par exemple, avion de guerre et tout ça. Et en fait, le gamin, à 5 ans ou à 4 ans, il est obsédé en fait par les avions. Il t'explique à quel endroit l'avion s'est crashé, la guerre, nanana. Et finalement, quand tu fais des recherches, tu te rends compte que, en effet, il y a bien un avion qui s'est crashé à tel endroit, que la personne s'appelait comme ça et l'enfant s'appelait pareil. Enfin bon, il y a vraiment des... Je pense que quand tu fais un peu des recherches et que tu sors de ce truc aussi toujours très cartésien à vouloir tout expliquer, et en fait, finalement, tu te dis, ok, il y a peut-être autre chose après la vie. C'est peut-être aussi une vie après la vie, en fait, parce que là, on parle toujours de mort, oui, mais je pense vraiment que c'est... en tout cas, moi, je vois ça comme une porte sur autre chose. Ouais, je pense ça me parle cette histoire. Il me semble, un documentaire sur ça. Je crois que c'était une famille chrétienne Mhm. et le petit garçon était inobulé par Oui. les avions et c'était très précis. Je crois il disait même la localisation. Enfin, du coup, le papa s'était renseigné parce que ça perturbait un petit peu la famille. Et en fait, il y avait un militaire ou un soldat, enfin, qui était décédé dans cet avion à telle date, dans telle ville. Et en fait, le petit savait tout alors qu'il avait 5 ans. Et du coup, après, Mhm. ce qui avait été dit, c'est que c'était sûrement sa réincarnation. Mais ça, en fait, quand tu regardes, finalement, il y en a plein, en fait, des témoignages, comme d'ailleurs des témoignages d'expériences de mort imminente. Il y en a énormément, Ouais. avec des gens qui peuvent te raconter exactement quelle personne est rentrée dans telle pièce à tel moment et a fait telle intervention. Et en même temps, je trouve ça me fascine.
Je trouve ça fascinant et je trouve ça tellement logique en fait que finalement ça soit pas la fin en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça ça me paraît plutôt logique en fait de me dire ben voilà, il y a ce temps-là dans cette vie sur Terre et puis ensuite il y a la mort, c'est-à-dire vraiment cette porte-là à passer, comme la vie d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une porte à passer pour arriver ici et puis une porte à passer pour sortir et puis voilà qu'il y ait quelque chose derrière. En tout cas, c'est une vraie. J'en reste persuadée. Après peut-être que les personnes qui m'écouteront n'auront pas le même avis et c'est ok comme ça, que chacun ait sa vision des choses plus ou moins différente. Je trouve ça chouette aussi, cette richesse d'avis différents. Mais oui, clairement, pour en revenir aux soins palliatifs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, finalement, qui m'a beaucoup aidé à avoir moins peur parce que j'ai vu ce que c'était et je me rends vraiment compte des fois que les gens finalement avaient une vie pas facile sur Terre, en fait, dans cette vie-là. Et qu'il serait certainement plus apaisé après. Si tu devais résumer en une phrase ce que ça a changé dans ta vie de vraiment intégrer ce service de soins palliatifs, par exemple, Noémie avant d'être infirmière en soins palliatifs et Noémie après, qu'est-ce qu'elle a amené avec elle au quotidien grâce à ces années d'expérience près de la mort? Je sais pas si je peux résumer ça en une phrase, mais je dirais que je suis plus apaisée, simplement, par rapport à tout ça. Plus apaisée et plus sereine, de me dire, ben voilà, c'est ok, en fait, tout le monde va mourir un jour. Bon, sauf si, bien évidemment, il y a des gens qui font des trucs bizarres avec de la cryogénisation et autres clonages. Mais normalement, dans la vraie vie, tout le monde naît et tout le monde meurt. Et c'est ok comme ça. Et je pense, ce n'est que mon avis personnel, je pense que les personnes les plus tristes, en fait, c'est les personnes qui restent. C'est pas forcément la personne qui part. Parce que la personne qui reste, c'est elle qui va devoir vivre sans la personne. Et je suis intimement persuadée que la personne qui est partie, en tout cas au vu de tout ce que j'ai pu lire, me renseigner, parce que j'étais vraiment, j'avais envie en fait d'apprendre beaucoup quand j'étais dans ce service et j'avais envie d'apprendre là-dessus. Donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé pas mal de reportages aussi. Et j'ai l'impression que les personnes voilà, sont, je sais pas comment ça s'appelle, omniprésentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être là à plusieurs endroits, dans le passé, dans le futur, quelque chose de très difficile à comprendre en termes de timeline pour nous, êtres humains. Mais j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus, sont plus connectés à ce qu'on appelle le grand tout, à l'univers, à la nature, puis voilà, sont beaucoup plus apaisés qu'avant dans leur vie. Je sais plus est-ce que j'avais entendu ça, que l'enfer c'était ici en fait, que les difficultés que l'enfer c'était là et que le paradis c'était l'après, en tous les cas. Ouais, ça me fait penser au near-death experience, donc les expériences de mort imminente. Souvent, les personnes qui expérimentent ça, bon, déjà, je vais expliquer ce que c'est. C'est quand, pendant quelques secondes, ou même peut-être quelques minutes, une personne. Plusieurs minutes, hein, ouais. Quelques minutes, ouais. Ah, peut-être que tu expliqueras même mieux que moi. Non, mais tu dis. Je te laisse expliquer. Non, mais vraiment. Voilà, séance de mort imminente, oui, en effet, c'est des gens qui sont morts officiellement pendant plusieurs minutes et qui reviennent à la vie, et c'est des gens qui témoignent en fait de ça. Et souvent, il y a les mêmes choses qui reviennent, c'est-à-dire un grand tunnel de lumière blanche. Les gens sont accueillis par de l'amour, et alors soit par des gens de la famille, des gens qui sont déjà partis avant, ou simplement d'autres âmes, enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler, mais d'autres personnes ou d'autres âmes qui sont parties, pas forcément connues, mais en tous les cas aimantes, beaucoup de légèreté, et surtout normalement, en tout cas dans les témoignages que j'ai pu lire, c'est des gens qui sont au-dessus de leur corps, qui voient la scène, qui voient leur corps, qui eux se sentent hyper légers, hyper bien, et qui voient les gens arriver, potentiellement les secours si c'est un accident par exemple, et ensuite qui retournent dans leur corps. Et là d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à revenir en fait dans leur corps, c'est-à-dire qu'ils étaient mieux là-haut en fait, ils étaient mieux là où ils étaient, et finalement ils retournent dans leur corps si lourd et si douloureux, surtout si c'est un accident par exemple. En tout cas, il y a quand même des éléments récurrents qui reviennent à chaque expérience de mort imminente, et ça je trouve ça
bah, pareil, je trouve ça fascinant et je trouve ça dingue. Et j'ai l'impression que la parole s'ouvre de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent témoigner de ça. Et je trouve ça top. Ouais, merci. En fait, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport peut-être que l'enfer, c'est sur terre et qu'après, c'est le paradis, enfin ou après, c'est la libération. Donc c'est aussi, comme ça, Mhm. à travers la philosophie bouddhiste que c'est après la libération et moi souvent je me dis, donc quand j'accompagne des femmes en thérapie, donc voilà, ça peut être des sujets, très difficiles, très lourds et je me dis: «Waouh!» enfin le courage qu'on a quand même d'être venu s'incarner, d'affronter toutes ces épreuves, d'affronter aussi, bah, nos blessures et d'avoir envie d'aller les regarder, de nettoyer, de prendre conscience et en fait, je me dis: «Waouh!» enfin, on fait du bon taf, quoi. Genre, waouh et vraiment, ça me parle quand tu dis, alors bien sûr, il y a plein de moments magiques sur, heureusement, enfin, il y a plein de moments magiques qu'on vit sur terre. Voilà, que ça soit un regard, un sourire, un baiser, une naissance, des rires, enfin, le soleil, tout plein de choses. Mais quand même, voilà, chaque vie, je pense qu'on traverse tous des épreuves, à différents niveaux, à différents moments et que c'est vraiment la condition humaine que de traverser ces épreuves et ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. Oui, non, mais c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur tout ce qui est gratitude, parce que bah, si on part du principe que c'est ici, en fait, le plus dur, c'est sur Terre le plus dur, d'où l'importance de se focaliser aussi, ou de se refocaliser sur sur les moments doux, et ce sur quoi on peut être reconnaissant. D'où l'importance de se dire, ok, là, putain, ce petit rayon de soleil sur mon visage, ça me fait du bien, c'est agréable. Ce câlin avec mon bébé contre mon cou, c'est hyper doux et ça fait du bien. C'est rire avec ma famille. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment très important de se refocus là-dessus, parce qu'on a suffisamment d'épreuves et d'obstacles dans cette vie, euh, pour adoucir la chose, quoi. Après, si on part de ce principe-là et qu'on part aussi du principe qu'on a choisi cette vie, si on part sur tout ce qui est incarnation et réincarnation, euh, on choisirait, tu vois, on choisirait ses épreuves, c'est-à-dire on choisirait sa vie, sa famille, pour avoir à bosser sur certaines choses. Ça, pareil, hein, ça peut parler ou ne pas parler aux gens, mais finalement, je trouve ça aussi hyper beau, hyper dur, selon la vie que tu peux avoir, mais hyper beau. Ouais, c'est oui, c'est comme si on avait, signé un petit peu des contrats d'âme, qu'on allait travailler ça avec telle personne, qu'on était OK pour vivre telle ou telle épreuve, même si bien sûr quand on la vit dans la matière, d'entendre ça, on peut se dire: «Mais what the fuck? Enfin moi je veux pas, je veux pas vivre ça ou j'ai pas signé, pour ça». Ouais, c'est hyper. Oui, oui. Oui, je veux pas expérimenter ça. Ouais, ouais. Mais souvent, à travers de gros obstacles de vie, quelques mois, années plus tard, on voit aussi, le cadeau, qui était derrière et les grands changements qu'il y a eu et la transformation en fait, à travers ces épreuves. Oui, parce que à chaque étape, tu grandis, tu apprends avec plus ou moins de souffrance, faut le dire, hein, selon ce que tu vis. Mais bah, d'où la libération derrière, en fait. Et potentiellement une réincarnation pour ceux qui y croient, dans une autre vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pareil, j'avais pareil vu quelque chose sur des personnes qui s'étaient plus ou moins donné des signes. C'est-à-dire, je crois que c'était deux sœurs qui s'étaient dit, ok, mais déjà plus âgées, hein, qui s'étaient dit, bah, quand je vais mourir, tu sais que j'adore les oiseaux, bah, quand je mourrai, je te ferai signe régulièrement avec un petit oiseau, avec cet oiseau-là particulier. Et en fait, cette personne est vraiment décédée. Et sa sœur avait la visite d'un oiseau, de cet oiseau particulier, quasiment quotidiennement, en fait. Et j'ai toujours trouvé ça trop mignon. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit, j'en ai parlé avec ma maman il n'y a pas si longtemps que ça. Et on s'était dit, ok, ça serait quoi comme signe qu'on se donnerait s'il y en a une de nous qui part avant, enfin, voilà, quand il y en aura une de nous qui va partir. Quel est le signe qu'on se donnera pour se dire, ok, bon, je te fais un petit coucou, je suis plus là sur ce plan-là, dans cette vie. Je suis plus incarnée dans un corps, mais je suis quand même présente. Ah c'est trop beau, j'adore. Ah ouais, ah j'adore. Ouais, c'est ça, c'est que en fait la mort, ça se prépare.
Enfin, parfois, c'est un sujet très, très tabou. Moi, par exemple, je sais qu'avec mon papa, c'est un sujet qu'on peut pas du tout aborder. Et en fait, moi, je me dis: «Mais waouh, mais c'est trop beau aussi de préparer sa mort, de dire: "Ah bah, moi, il y a telle musique qui me fait trop kiffer, je voudrais, qu'elle passe"» ou bien «Je veux qu'on mette mes cendres, dans la mer à tel endroit» ou bien «Je veux qu'on plante un arbre» ou bien, bah, moi, ma façon de communiquer avec toi, si je pars avant toi, bah, ce sera à travers, voilà, un oiseau ou, à travers une fleur et je trouve que c'est aussi, bah, la magie de la vie, en fait, Bah, ouais. Et puis là, pour le coup, là, en parlant d'ailleurs déjà rien que de la préparation, ça enlève mine de rien un poids à la famille qui reste, hein. Je l'ai vu moi justement pour le coup en soins palliatifs. Euh, il y avait pas mal de patients qui étaient tout à fait au clair avec leur situation et ils savaient qu'ils allaient mourir et ils avaient envie de préparer tout ça. Donc ils avaient pris leur contrat obsèques, ils savaient où est-ce qu'ils allaient être enterrés, que tout ça c'était payé, ils avaient préparé la musique, les textes, leur tenue, et, et ça a enlevé en fait un poids énorme à la famille qui a déjà la perte à gérer et la tristesse. Ben en fait ils ont plus ça à gérer et surtout ils savent que c'est quelque chose, voilà, que c'est la personne qui a choisi en fait. Donc pareil, je trouve ça top de pouvoir préparer ça. Et en effet, après, ça, tu peux aller encore plus loin en te disant, bah ouais, potentiellement, comment je te ferai coucou, quoi. ouais. Bah oui, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a tellement à gérer déjà émotionnellement, à ressentir, enfin, il y a le choc, le déni, toutes les émotions, perturbatrices qui nous traversent. Donc je me dis: «Waouh, si en plus il faut, tout préparer». Mais bon, après ça, c'est aussi on choisit pas, quand est-ce qu'on meurt. Enfin, peut-être qu'au niveau de l'âme, on choisit bien sûr, mais je veux dire, en tant que nous, humains, on se dit pas: «Bah, je vais mourir demain». On sait jamais, le jour où on mourra, ça sera aujourd'hui et peut-être qu'on savait pas. Mais c'est clair que, quand on peut préparer, je trouve que c'est une belle chose, à faire, même pour soi-même et pour les autres. Oui. Et après, tu disais, on sait pas. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de fois où finalement on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Par contre, pour les gens qui, par exemple, ont des longues maladies, comme bah, la plupart des patients que j'ai pu accompagner, c'est des gens qui avaient des cancers, hein, sur, on va dire, 80% des patients. Et donc, qui ont souvent le temps, alors plus ou moins le temps, parce que des fois, tu as des cancers fulgurants. Mais, ah mince, j'ai perdu le fil. Je voulais dire un truc particulier, puis j'ai perdu le fil. Ah oui, si, maintenant j'ai retrouvé. C'était, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Ouais, ouais, Euh, En fait, je pense vraiment que il y a certains patients qui, c'est-à-dire, ça me fait rebondir sur la dame au tout début de l'interview où je te disais, elle en finissait plus de mourir parce que peut-être qu'elle attendait quelqu'un, son fils. Mais moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois que justement des patients en fait attendent la visite de leurs enfants qui habitent à l'étranger et finalement, et ben en effet, les enfants arrivent et puis genre 2 heures après, la personne meurt en fait. Donc c'est là que je me dis, il y a quand même un moment où le corps ou l'âme, ou je sais pas qui, en tout cas qui prend le dessus, mais décide de s'accrocher et de se dire ok, je vais rester jusque là parce que j'ai vraiment envie de clôturer, de boucler la boucle et ensuite de partir. ouais, c'est clair. Oui, oui, moi je pense que, au niveau de l'âme, c'est que ça doit être à ce moment-là, je pense que c'est jamais par hasard, la mort, même si, à travers nos yeux, on peut se dire: «Ah là, c'est un accident» ou là, waouh, Ou c'est injuste, ouais. ou oui, oui. Alors qu'en fait, je pense à des plans supérieurs. Après, chacun ses croyances, mais moi, j'aime bien penser ça, mais je le pense vraiment, en fait, à l'intérieur de moi. Je, je pense qu'à des plans supérieurs, voilà, c'était, entre guillemets, le moment parfait, ou c'était qui avait besoin d'être vécu pour en tirer des enseignements sur Terre. Ça a été vécu, et que là, c'est la fin. Ou peut-être parfois aussi, je me dis, c'est peut-être que la mission qu'on avait, on est peut-être trop à côté et du coup, l'âme, elle a pas forcément envie de rester et du coup, il y a une fin qui se produit. Oui, et puis bah, après, voilà, on parlait d'injustice, surtout, tu vois, quand on parle d'enfants et tout ça. Et en effet, c'est hyper dur à vivre. Je veux dire, Ah ouais. tu perds ton enfant qui a quelques mois ou quelques semaines ou quelques années. Enfin, c'est horrible, même, hein, j'imagine, perdre. Dire que ton enfant parte avant toi, c'est horrible. Clairement, je sais que ça doit être hyper, hyper dur à vivre. Mais
au fond de moi, j'ai aussi cette croyance de me dire, ok, en fait, chacun a une mission et si tu pars, c'est que en fait ta mission, tu l'as accomplie en fait. Peu importe, est-ce que c'était peut-être ta mission, c'était peut-être pour faire évoluer tes parents, est-ce que c'était pour faire, enfin voilà, je sais pas à chaque situation, il faut regarder chaque situation, mais malgré le fait que ce soit hyper douloureux, je suis aussi intimement persuadée que quand on part et quand on meurt en fait, c'est que la mission est validée en fait, la mission est finie et puis il faut repartir ailleurs, il faut donc se libérer, aller ailleurs et puis peut-être après repartir sur une nouvelle vie pour avoir une nouvelle mission. Mmh. Ouais, donc on arrive à la fin de l'épisode. En fait, c'est assez drôle parce que j'avais très envie de parler avec toi du deuil, de la mort, parce que c'était nos premières conversations ensemble que j'avais adorées. Et j'aimerais bien en fait te réinviter sur le podcast et la prochaine fois parler de tout ce qui est lié à l'entrée sur Terre, à peut-être l'accouchement, la naissance. Donc voilà, on l'a fait dans ce sens-là. Ouais, mais ce serait avec plaisir. Mais c'est vrai Mm. que c'est rigolo parce que même au niveau de moi, de mon cheminement professionnel, j'ai commencé par vouloir accompagner les femmes. Et là, avec la grossesse, ça m'a vraiment donné l'envie de me recentrer sur toute la période grossesse et postpartum pour les premières naissances. Et j'ai vraiment l'impression d'être d'un bout à l'autre de la vie, en fait, avec le côté naissance et puis avoir expérimenté tout ce qui était soins palliatifs. Voilà, le début et la fin. Donc, s'il y a des femmes qui veulent te contacter, peut-être voilà, t'écrire un mot suite à cet épisode, ou bien travailler avec toi ou se renseigner, est-ce que tu peux partager? Je mettrai tout en description, mais partager comment est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, on peut me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis le plus présente. Donc c'est noémie.at, mais H-A-T-E. Le petit E ne s'affiche pas sur Instagram. Et sinon, sur mon site internet, www.noemiat.com. Et puis après, par mail, tout est noté sur mon Insta ou sur mon site internet. Et avec plaisir d'échanger avec vous. OK, merci beaucoup. Je suis hyper reconnaissante de t'avoir rencontré déjà tout simplement, que tu m'aies écrit, qu'on ait fait toutes ces balades à chaque fois. C'était nos moments. Et reconnaissante qu'on puisse parler de sujets qui voilà, sont parfois tabous, mais je pense qu'il y a vraiment besoin de démocratiser ces sujets qui peuvent faire beaucoup souffrir, alors qu'au final, bien sûr, c'est douloureux, mais voilà, on passe tous par là et on passera tous par là. Que ça soit de dire au revoir à quelqu'un qui nous est cher Ouais. ou bien voilà, notre propre mort. Mhm. Merci d'ouvrir la parole sur ces sujets-là. Et je pense en effet que c'est hyper important de parler de ces sujets qui sont encore tabous en 2023 et de libérer la parole. Donc merci de m'avoir invitée. Et moi aussi, je suis très reconnaissante que tu fasses partie de ma vie et qu'on ait pu se rencontrer. Et c'est très chouette. Et je suis très heureuse de tout ce que tu entreprends. Voilà, j'avais envie de le dire aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Je te fais plein de gros bisous et à très vite. À très bientôt. Au revoir. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.